avant l'éculizumab, et ça c'est vraiment très important, ce que vous a dit Gérard tout à l'heure, il y a vraiment eu dans l'HPN hémolytique et thrombotique 2 ères, l'ère avant l'éculizumab et l'ère maintenant. Et pas seulement en termes économiques pour les pays, je vous rassure. Donc en pratique, vraiment, c'est ce qui a transformé le pronostic des HPN classiques, et c'est ce qui fait que maintenant, ces patients et patientes ont une vie quasiment normale, et c'est ce qui fait qu'on est de plus en plus confronté à la grossesse. Alors avant, Avant, ce qu'on a répété, ce que j'ai appris, parce qu'avant d'être adjoint, j'étais l'élève de Gérard Saussier, eh bien, je le suis toujours du reste, eh bien, ce qu'on a vraiment appris, c'est que la grossesse et l'HPN faisaient mauvais ménage. Et que toutes les fois où on voyait une jeune femme qui avait une HPN, on disait, écoutez, je suis désolé, mais vraiment, de faire un enfant, ce serait prendre un risque important, non seulement pour vous, mais aussi pour l'enfant, et en pratique, c'est pas raisonnable. Bon, pourquoi on disait ça ? Pour le coup, on avait quelques informations venant de la littérature. Vous savez, encore une fois, ce qui est important, même dans les maladies rares, surtout dans les maladies rares, c'est d'arriver à colliger le plus de cas possible pour qu'on puisse partager nos expériences. Et c'est ce qu'on fait justement avec ce club de petits copains que j'ai eu la chance de rejoindre. C'est justement chaque fois de partager ses expériences malheureuses ou heureuses avec un traitement ou avec un patient, ce qui fait qu'on évite aux patients suivants un problème, et qu'inversement, quand on a beaucoup de patients, chacun les uns les autres, on arrive à avoir des facteurs prédictifs de complications ou autres. Et quand on regardait avec ce club les grossesses, c'était pas encourageant. C'était pas encourageant, pourquoi ? Parce que, bon, d'abord, il y avait assez peu de malades, mais quand même, vous regardez la première revue en 2006, donc c'est récent, on avait des complications graves qui n'étaient quand même pas anodines, puisqu'on avait à peu près 10 à 15% de problèmes. Et puis nous, on avait fait un travail en 2011, encore une fois, avant l'éculizumab. Aucune des malades que je vais vous montrer là n'a reçu d'éculizumab. D'accord ? C'est très important. Et en pratique, pareil, 10%. Alors, vous voyez très bien qu'ici, il y a un peu plus qu'ici. Pourquoi ? Parce que nous, on avait pris le parti de reporter toutes les grossesses, alors qu'eux ont eu tendance à reporter les problèmes. Forcément, si vous reportez les problèmes, vous en avez plus. Et donc, l'expérience française, donc Sophie de Guibert, qui est en fait médecin à Rennes, a repris les 22 patientes françaises, donc c'est cette publication-là que je vais maintenant détailler. Les 22 patientes françaises qui ont eu 27 grossesses. Et donc en pratique, évidemment, c'est des sujets jeunes, ça on ne fait pas des grossesses à 60 ans, en tout cas pas encore, mais avec les progrès de la médecine, on va peut-être y arriver. Et donc en pratique, 20 grossesses donc, qu'on a diagnostiquées chez des patientes dont on savait qu'elles avaient une HPN, donc ça c'est la situation cauchemardesque de la consultation, où vous êtes débordé, la patiente rentre, docteur, j'ai une bonne nouvelle, je suis enceinte. Alors là, vous prenez une chaise... bon. Voilà. Et donc en pratique, comment on s'en est aperçu ? Eh bien, c'est des patientes qui avaient soit des globules qui baissaient, soit qui hémolysées, soit même une patiente qui a eu une thrombose au moment de la grossesse. Et donc on a pu faire le diagnostic, et avec des patientes qui étaient connues. Et puis il y a des patientes chez qui on avait fait le diagnostic en cours de grossesse. Ça, c'est typiquement la patiente enceinte qui a un problème pathologique, elle est explorée, on tombe sur l'HPN. Et puis enfin, on sait qu'il y a des patientes qui ont fait des HPN et qui ont eu des grossesses et qui sont passées où l'HPN est passé totalement inaperçu. Donc ça, typiquement, c'est une patiente qu'on voit parce qu'il y a un diagnostic d'HPN sur une anémie. Puis 3 ans avant, elle a eu un bébé. Et quand on reprend les numérations, on s'aperçoit qu'elle était cytopénique ou qu'elle était hémolytique et que c'est passé complètement inaperçu. Voilà, ça fait partie des petits conflits qu'on a avec nos collègues chirurgiens. Ils sont assez forts pour opérer dans le noir, mais quand il faut regarder une numération, là, c'est plus compliqué. Bref, et donc en pratique, on a pu ainsi, 2 patientes avaient eu une interruption thérapeutique de grossesse, on a pu analyser 25 grossesses évolutives, c'est-à-dire 25 patientes qui ont eu 22 patientes qui ont eu des enfants alors qu'elles avaient une HPN. Et donc voilà comment ça se passe. Alors là, vous voyez, sur le plan de la numération, c'est exactement pareil que la plasie médulaire. C'est-à-dire que sur le plan de la numération, on a 95% des malades qui vont avoir une ou plusieurs cytopénies. C'est-à-dire la majorité des patients qui, à un moment donné, vont voir leurs globules baisser pendant la grossesse. Alors c'est ce que nous, on appelle complications mineures. Parce que nous, on le prend sur le côté médical. Vous savez, nous, on est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'on mineur pour nous, ça peut être quand même majeur pour d'autres. Ça, c'est comme les complications de la cyclosporine, l'hypertrophie gingivale, l'hypertension. Vous, ça vous embête du matin au soir. Nous, on appelle ça mineur. Vous voyez, c'est un petit peu la discordance entre les patients et la perception médicale. Toujours est-il que majeur, par contre, on a eu 2 cas d'aplasie médulaire sévère en cours de grossesse. Et donc, vous voyez très bien ici, si on ne parle que du côté aplasie, sans parler d'HPN, eh bien, une patiente enceinte qui a une aplasie,
ou des antécédents d'aplasie peut potentiellement récidiver à minima son aplasie ou éventuellement récidiver de manière très sévère l'aplasie médulaire. Donc là, c'est le premier problème, c'est le côté aplasie. Et puis, évidemment, le deuxième problème côté HPN, donc là, on rentre dans les problèmes de thrombose, d'où dans notre analyse, il n'y a pas eu de thrombose pendant la grossesse. C'est-à-dire que toutes les grossesses qu'on a observées, les thromboses ne sont pas survenues avant l'accouchement. Et on avait par contre des retards de croissance in utero au nombre de 2. En revanche, quand on regarde les enfants, eh bien, voilà ce qu'on a. On a quand même une prématurité, on a des poids de naissance qui ne sont pas normaux, 53% des enfants qui avaient moins de 3 kg, et puis on a des complications au moment de l'accouchement de type hémorragique ou même de type L syndrome. Et donc là, on voit tout de suite apparaître le problème. Cytopénie pendant la grossesse, 30% des enfants qui sont prématurés, qui ont une prématurité, et des problèmes au moment de l'accouchement. Et plus inquiétant, et donc ça, c'est le problème de l'HPN, et c'est ce qui nous faisait faire ce petit sens interdit au départ, c'est que sur ces patientes qui ont accouché avant l'ère du Soliris, on a eu 4 événements thrombotiques graves, à savoir des atteintes cérébrales, des atteintes hépatiques, 2 atteintes hépatospléniques, et vous voyez que malheureusement 2 patientes sont décédées du fait de ces complications thrombotiques. Et puis, malgré tout, 2 autres cas, d'accident mésentérique et cérébral, 7 mois et 9 mois. Alors, quand on avait soumis le papier, il y a un intervieweur qui nous avait dit « Non mais attendez, ça, c'est pas du postpartum. Donc ça ne compte pas. C'est pas de la grossesse. » Bon, quand on regarde une patiente qui a une HPN, qui est enceinte, et qu'on vous dit qu'il y a 2 événements thrombotiques qui surviennent 7 mois et 9 mois après l'accouchement, bon, on lui a gentiment dit que c'était probablement quand même relié à l'accouchement, c'était probablement dû à l'HPN et l'accouchement ensemble. Ça veut dire que vous avez 6 cas de thrombose grave sur 22 grossesses. Voilà. Ça, c'était avant le Soliris. Donc vous comprendrez que forcément, on était un tout petit peu réfractaire à ce que des patients dont on savait qu'elles avaient une HPN puissent être enceintes. Et donc voilà un petit peu le résumé. On aggravait la maladie HPN, les patientes étaient cytopéniques, on avait quand même une mortalité sur l'enfant et sur la maman qui n'était pas négligeable, on avait un risque de complications qui était important, et comme vous l'a dit tout à l'heure Gérard, les HBPM, les anticoagulants ne permettent pas d'éviter la thrombose dans l'HPN. Donc voilà, l'ère, ça c'était avant l'éculizumab. Donc là on est avant 2007. Voilà, avant 2007, très honnêtement, avec ces résultats-là, on ne pouvait pas se permettre de dire aux gens, allez-y, faites des enfants, il n'y a aucun problème, ça va bien se passer, vous reviendrez me voir dans 9 mois, vous m'enverrez un carton. Non, ça n'était pas possible, c'était pas raisonnable.